Je m'appelle Harper Whitmore. Et jusqu'à cette nuit-là, je pensais savoir exactement qui j'étais, la fille aînée d'un homme puissant, une discrète déception en escarpin de marque. J'avais 34 ans, restauratrice d'art à Chicago, le genre de femme qui sentait le vernis et les vieux livres, tandis que le reste de ma famille sentait l'argent et l'héritage. Puis, lors de la somptueuse fête du 70e anniversaire de mon père, tout a volé en éclats. Il a levé son verre, a souri aux caméras, puis m'a giflé si fort que la pièce s'est figée. « Tu es une honte pour le nom de famille, Harper », a-t-il rugi. « Je te retire de mon testament de 230 millions de dollars. » Les invités ont halté, les téléphones se sont levés, les flashs ont explosé, certains ont ri, certains ont filmé, et moi, humiliée, tremblante, je suis sortie dans la nuit glaciale de Chicago, le mascara coulant sur mes joues. Le lendemain matin, quelqu'un a frappé à ma porte, 3 avocats, et ils ne venaient pas de mon père. Lorsque la main de mon père a frappé ma joue, le bruit a résonné dans la salle de bal comme un coup de feu. Les verres en cristal ont tinté, puis le silence. Seul le lent bourdonnement du lustre a rempli l'air avant que les chuchotements ne commencent. Les caméras se sont levées. Les gens souriaient derrière leur champagne. Il vient de faire ça? Oh mon Dieu! Il l'a giflé. Je pouvais à peine respirer. La pièce a basculé, le sol tournoyant sous mes talons. Mon père, Richard Whitmore, magnate de l'immobilier, se tenait droit dans son costume italien sur mesure, ses yeux gris plus froids que les piliers de marbre qui nous entouraient. « Tu crois pouvoir me faire honte, Harper ?» a-t-il grogné. Une fille qui répare de vieux meubles au lieu de diriger l'entreprise. Tu n'es rien d'autre qu'un embarras. Papa, s'il te plaît, ai-je étouffé, sentant chaque regard me transpercer. Ce n'est pas l'endroit. C'est exactement l'endroit, a-t-il tonné. Peut-être qu'à présent tu vas enfin apprendre ta valeur. Rien. Il a levé son verre à nouveau, souriant comme s'il venait de porter un toast. Autour de lui, les gens ont applaudi maladroitement, incertains de savoir s'il s'agissait d'une blague familiale cruelle ou d'une véritable exécution publique de l'orgueil. Ma belle-mère, Vivien, immaculée dans sa robe émeraude, a posé une main parfaitement manucurée sur son bras. « Richard, ça suffit », a-t-elle murmuré, mais sa voix tremblait, non pas de pitié, mais de peur. Je me suis détourné, retenant mes larmes, mais les flashs de douzaines de téléphones m'ont suivi. Mon frère cadet, Cole, l'héritier présomptif, m'a regardé avec un mélange de pitié et de victoire. « Harper, par simplement » a-t-il murmuré. « Tu aggraves les choses. » Aggraver les choses. Comme si j'avais commencé quoi que ce soit de tout ça. J'ai attrapé mon sac à main, ignoré les murmures et me suis frayé un chemin à travers la foule. Dehors, la neige tombait doucement, atténuant le bruit de la ville. Je suis resté là dans le froid, le souffle tremblant, la joue brûlante, le mascara dégoulinant sur mes gants. Cette gifle n'était pas juste de la peau contre de la peau. C'était 34 ans de ressentiment condensés en un seul acte brutal. Je n'avais jamais voulu l'empire de mon père, seulement son respect. Et maintenant, devant 200 personnes, il s'était assuré que le monde sache que je n'étais plus une Whitmore. J'ai appelé un taxi, mais mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, les notifications explosant. Un père milliardaire numéro 1 gifle sa fille était déjà en trending topic. Au moment où je suis rentré chez moi, la vidéo avait des millions de vues. Ma honte était désormais un contenu viral. J'ai verrouillé la porte de mon appartement, me suis laissé glisser sur le sol et ai crié jusqu'à ce que ma gorge soit enrouée. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre, la ecchymose se formant le long de ma mâchoire, et me suis murmuré à moi-même, « Tu es libre maintenant. Tu es libre. » Mais je n'y croyais pas. Pas encore, parce que la liberté ne devrait pas être aussi vide. Cette nuit-là, alors que la neige s'amoncelait à l'extérieur, je ne savais pas que toute ma vie, mon nom même, était construit sur la tragédie de quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, lorsque l'on a frappé à ma porte, ce n'était ni la presse ni mon père implorant le pardon. C'était quelque chose de bien plus incroyable. Au début, j'ai pensé que c'étaient les journalistes. Les coups frappés à ma porte étaient nets et réguliers, 3 coups précis qui ont fait trembler mon café dans la tasse. J'ai hésité, le cœur encore à vif à cause du chaos de la nuit dernière. Mademoiselle Whitmore. Une voix de femme a appelé, calme et professionnelle. Nous sommes ici au nom de votre père biologique. J'ai gelé. Père biologique? J'ai ouvert la porte de quelques centimètres seulement. Debout,
il y avait 3 personnes qui semblaient sortir tout droit d'un drame judiciaire, une grande femme aux cheveux argentés tirés en arrière, flanquée de 2 hommes en costumes impeccables. La femme a tendu une carte de visite. Judith Blackwell, associée principale. Blackwell et Hartman LLP. Pouvons-nous entrer, mademoiselle Whitmore, a-t-elle demandé doucement. Cette conversation ne se tient pas dans un couloir. J'ai hésité, puis je me suis écarté. Mon appartement, petit, encombré de matériel d'art et de projets inachevés, a soudainement ressemblé à un confessionnal. Judith s'est assise à ma table de cuisine, joignant les mains. Mes collègues sont Monsieur Reeves et Monsieur Chen. Nous représentons Monsieur Magnus Carvey. Le nom ne signifiait rien pour moi. Qui? Elle a inspiré lentement. Votre père biologique, mademoiselle Whitmore. Il vous cherche depuis 35 ans. Les mots n'avaient aucun sens. J'ai ri, à moitié incrédule, à moitié hystérique. Vous vous trompez de personne. Mon père est Richard Whitmore, malheureusement encore bien vivant et hurlant aux informations. Judith a échangé un regard avec l'homme plus jeune. Il a ouvert une mallette en cuir et a soigneusement posé un mince dossier sur la table. Mon nom, Harper Whitmore, était imprimé proprement sur l'onglet. Ce dossier, a dit Judith, le faisant glisser vers moi, contient des enregistrements du département de police de Portland. Un cas d'enfant disparu, le 1er juin 1990, enfant de sexe féminin, 6 mois. Non, Leah Carvey. J'ai senti quelque chose se tordre dans mon estomac. Ce n'est pas moi. Les yeux de Judith se sont adoucis. Votre ADN dit le contraire. Je l'ai fixé, attendant la chute qui n'est jamais venue. Puis elle a sorti une photographie, un jeune couple souriant dans un parc, tenant un bébé enveloppé dans une couverture jaune. L'homme avait les cheveux noirs et les yeux verts. La femme avait mon sourire exact. Ceci a été pris 2 semaines avant l'enlèvement, a dit Judith doucement. La gourmette au poignet du bébé vous semble-t-elle familière? J'ai jeté un coup d'œil à mon propre poignet. La petite gourmette en argent que je portais depuis l'enfance, gravée d'une petite locomotive, scintillait dans la lumière du matin. Mon souffle s'est coupé. Non, ai-je murmuré. Mon père me l'a donné. Il a dit que c'était un héritage familial. La voix de Judith s'est adoucie, presque maternelle. C'était le cas, mais pas celui de sa famille. Quelque chose à l'intérieur de moi s'est brisé. La pièce a semblé se replier sur elle-même, et je me suis enfoncé dans la chaise. Mon père, l'homme qui m'a giflé, renié, n'était pas du tout mon père. Et les personnes que j'avais appelées famille avaient bâti toute ma vie sur un mensonge. Judith a ouvert complètement le dossier maintenant, ses doigts manucurés se déplaçant avec une précision chirurgicale. Page après page ont glissé sur ma table de cuisine, des rapports, des photographies fanées, des coupures de journaux. Ceci est le dossier officiel de l'enlèvement de Leah Carvey. Le 14 juin 1990 a-t-elle commencé. Vous avez été enlevé du Laurelhurst Park à Portland, Oregon. Pendant que votre nounou était distraite par une femme demandant son chemin. J'ai pressé une main tremblante contre mes lèvres. C'est insensé. Ma mère, Vivien, elle n'aurait pas pu. Vivien Whitmore a interrompu Judith doucement, correspond au composite d'âge vieilli de la suspecte que la police avait il y a 35 ans. Le FBI a rouvert le dossier il y a 3 mois après qu'une correspondance ADN soit apparue dans une base de données généalogiques. Cette correspondance, c'était vous. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Ma voix s'est brisée. Vous dites qu'elle m'a kidnappé? Oui, a dit Judith doucement. Elle et votre mari, Richard Whitmore, ont falsifié des documents d'adoption par l'intermédiaire d'une agence fermée au Mexique. Ils ont payé un employé pour antidater tout. Le plus jeune avocat, M. Chen, a ouvert un dossier séparé et a produit un certificat de naissance. Mon certificat de naissance, pas celui que j'avais cru en grandissant. Votre mère biologique était Eleanor Carvey, une enseignante. Votre père, Magnus, est ingénieur aérospatial. Il a passé les 3 dernières décennies à construire l'une des plus grandes sociétés d'énergie renouvelable aux États-Unis et à vous chercher. J'ai fixé la photo que Judith a fait glisser ensuite, Magnus et Eleanor devant une petite maison, tenant un bébé. Mon moi bébé. Ma poitrine s'est serrée comme si une bande était serrée autour de mes côtes. Je ne comprends pas, ai-je murmuré. Pourquoi moi? La voix de Vivien a résonné dans ma mémoire, après 3 fausses couches, j'ai pensé que je ne serais jamais mère.
Les mots résonnaient différemment maintenant. Judith a continué, votre nounou à l'époque, Maria Santos, a avoué sur son lit de mort qu'elle avait été payée $50 000 pour détourner le regard pendant 5 minutes. Elle pensait que c'était une adoption privée, pas un enlèvement. Quand elle a réalisé ce qui s'était passé, elle était trop terrifiée pour se manifester. J'ai eu la nausée. Je voulais crier, tout nier. Mais la preuve était là, soignée, chronologique, indéniable. Monsieur Reeves, l'avocat le plus âgé, a parlé pour la première fois, sa voix gentille mais ferme. Monsieur Carvey n'a jamais perdu espoir. Il a mis à jour son testament chaque année, laissant une place à sa fille au cas où elle serait retrouvée un jour. Harper, cette fille, c'est vous. Le silence était épais entre nous. Le patrimoine de Monsieur Carvey est évalué à plus de 2 milliards de dollars, a-t-il ajouté. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Il ne se soucie pas de l'argent. Il veut juste revoir son enfant. Les larmes ont afflué dans mes yeux. Je ne savais pas si elles étaient dues au choc, au chagrin ou à la soudaine compréhension que toute mon existence, chaque anniversaire, chaque photo, avait été la tragédie de quelqu'un d'autre. La voix de Judith s'est adoucie. Il vous attend en bas, Harper. Si vous êtes prête, il aimerait vous rencontrer. Mon cœur s'est arrêté. Il est là. Pendant un long moment, je n'ai pas pu bouger. Ma respiration était superficielle, irrégulière. Mon esprit n'arrêtait pas de répéter une phrase encore et encore, il vous attend en bas. Judith s'est tenue tranquillement, me laissant de l'espace pour réfléchir. Le tic-tac de l'horloge sur mes murs semblait assourdissant. J'ai essuyé mes joues, pris une inspiration tremblante, et finalement murmuré, d'accord, je vais le rencontrer. Nous avons pris l'ascenseur en silence. Mon reflet dans les portes métalliques semblait pâle, étranger, comme une inconnue portant mon visage. Lorsque les portes se sont ouvertes, la lumière du matin a inondé l'espace, presque aveuglante. Debout près de l'entrée de l'immeuble se trouvait un homme dans un manteau gris foncé, grand, calme, mais avec des yeux qui portaient 35 ans de perte. Ses cheveux argentés scintillaient légèrement sous les lumières du hall. Quand il m'a vu, il a figé, et pendant un instant, j'ai vu exactement les mêmes yeux verts qui me regardaient sur la photo en haut. Il ne s'est pas précipité vers moi. Il a simplement murmuré, « Leia ?» Ma gorge s'est serrée. Je crois que oui, ai-je réussi à dire, les larmes coulant déjà sur mon visage. Il a fait un pas hésitant en avant, la voix tremblante. Vous l'avez toujours. La gourmette ? J'ai baissé les yeux. La petite locomotive en argent brillait doucement sur mon poignet. Vous me l'avez donnée, ai-je demandé, ma voix se brisant. Sa réponse n'a été qu'un signe de tête. Et puis, votre mère l'a choisi. Elle a dit que vous aimeriez le bruit des trains. Il a couvert sa bouche d'une main, essayant de retenir un sanglot. Pour un homme qui avait bâti un empire, il semblait tout à fait fragile. Je portais la même chaque jour, a-t-il dit. Chaque jour, en espérant vous voir porter la vôtre à nouveau. Je n'ai même pas réalisé que j'avais bougé jusqu'à ce que je sois debout devant lui. Quand ses bras m'ont entouré, quelque chose à l'intérieur de moi s'est ouvert. Il sentait légèrement le cèdre et la pluie, comme la maison, une maison que je n'avais jamais connue, mais qui m'avait en quelque sorte toujours manqué. Pour la première fois depuis cette nuit affreuse, je me suis senti en sécurité. Nous sommes restés là pendant longtemps, à simplement respirer. Quand nous nous sommes finalement séparés, il a essuyé ses yeux, souriant à travers ses larmes. Votre mère. Elle aurait adoré vous voir. Elle est décédée il y a 5 ans, mais elle n'a jamais cessé de croire que vous étiez vivante. Les mots m'ont frappé plus fort que la gifle de la nuit dernière. Elle est partie, ai-je murmuré. Il a hoché la tête. Mais elle vous a laissé quelque chose, des lettres, des journaux, même la chambre d'enfant qu'elle a gardée intacte toutes ces années. Un sanglot s'est échappé de ma gorge. Elle a gardé ma chambre. Elle a refusé de la repeindre, a-t-il dit, la voix tremblante d'amour et de chagrin. Chaque anniversaire, elle laissait un petit cadeau à l'intérieur. Elle disait qu'un jour vous reviendriez à la maison pour les ouvrir. J'ai couvert mon visage, pleurant dans mes paumes. Tout ce que j'avais perdu. Tout ce que je n'avais jamais connu m'attendait depuis toujours. Ce matin-là, dans les bras du père que je n'avais jamais rencontré, j'ai finalement compris que parfois la famille n'est pas celle qui vous élève, c'est celle qui ne cesse jamais de vous chercher. 2 semaines plus tard, le monde qui s'était effondré autour de moi s'est brisé une fois de plus. Mais cette fois,
ce n'était pas ma vie qui était détruite. C'était la leur. J'étais assise dans la voiture de Magnus, garée en face du Ravenswood Country Club, le même endroit où mon père, Richard Whitmore, j'avais encore du mal à l'appeler autrement, jouait au golf tous les mardis. Mon téléphone a vibré avec un message de Judith. Ça se passe. Restez dans la voiture. À l'intérieur du club, des rires résonnaient depuis la terrasse. Je l'ai vu, impeccable comme toujours, portant son polo blanc immaculé, riant avec ses partenaires commerciaux comme si rien ne s'était passé. Vivien se tenait à côté de lui, un chapeau de soleil incliné juste comme il faut, sirotant son mimosa, incarnant à tous les égards l'image du contrôle. Puis les voitures du FBI sont arrivées. Les portes ont claqué. Des agents en veste bleu marine sont sortis. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu le sourire de Richard Whitmore disparaître. Il s'est retourné, la confusion vacillant, puis la colère. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-il crié, reculant lorsque deux agents se sont approchés. Richard Whitmore. Vivien Whitmore. Vous êtes en état d'arrestation pour l'enlèvement de Leia Carvey il y a 35 ans, a dit l'un d'eux, la voix stable et assez forte pour que la foule l'entende. Des halètements ont parcouru la terrasse. Les golfeurs se sont figés au milieu de leur swing. Les téléphones sont sortis, enregistrant tout, la justice poétique en temps réel. C'est insensé, a hurlé Richard, sa voix se brisant alors qu'il lui prenait les poignets. Je l'ai élevée. C'est ma fille. Non, ai-je murmuré depuis la voiture, regardant à travers la vitre. Vous m'avez volé. Vivien a commencé à sangloter, le mascara coulant sur ses joues. Nous voulions juste un enfant, a-t-elle crié, comme si cela pouvait effacer 35 ans de tromperie. Je l'aimais. Mais l'amour construit sur des mensonges reste une cage. Quand ils les ont conduits aux voitures, les mêmes personnalités mondaines qui avaient autrefois enregistré mon humiliation ont maintenant capturé leur chute. Je pensais que je me sentirais triomphante. Je pensais que regarder Richard être emmené me noter réparait quelque chose à l'intérieur de moi. Ce n'était pas le cas. Je ne ressentais que du vide. Magnus s'est penché, posant une main doucement sur la mienne. « Tu n'es pas obligé de regarder, a-t-il dit doucement. Je dois le faire, ai-je murmuré. Ils vous ont pris 35 ans, avouez à moi. J'ai besoin de voir comment ça se termine. Les yeux de Richard m'ont trouvé à travers la foule alors qu'on le poussait à l'arrière de la voiture de police. Pour la première fois, il n'y avait ni colère, ni supériorité, seulement quelque chose qui ressemblait à du regret. Ses lèvres ont formé les mots « Je suis désolé ». Je me suis détourné. Le monde saurait maintenant, chaque journal, chaque chaîne, la famille Whitmore parfaite n'était qu'une histoire cousue ensemble par des mensonges et la peur. Cette nuit-là, alors que les gros titres clignotaient, un couple de milliardaires arrêtés dans une affaire d'enlèvement vieille de plusieurs décennies, j'étais assise dans mon appartement, fixant mon reflet. Je n'étais plus Harper Whitmore. J'étais Leia Carvey. Et pour la première fois, ce nom ne me semblait pas étranger. Il me semblait être la vérité. Lorsque les audiences du tribunal ont commencé, mon monde s'est transformé en un flou de gros titres et de témoignages. Toutes les chaînes voulaient une interview. Tous les magazines voulaient une photo. Mais tout ce que je voulais, c'était le silence et des réponses. Magnus a refusé toutes les offres d'exploitation de l'histoire. Nous ne vendons pas de douleur, a-t-il dit simplement. Au lieu de cela, il m'a ramené à la maison, non pas dans son manoir ou au siège de son entreprise, mais dans une modeste maison à 2 étages surplombant la côte de l'Oregon. Ceci, a-t-il dit doucement en ouvrant la porte d'entrée, est l'endroit où votre mère n'a cessé d'attendre. Au moment où je suis entré, l'air a changé. Le parfum de lavande ancienne et de sel marin a empli l'espace. Tout était figé dans le temps, le papier peint fleuri, le cheval à bascule dans le coin, même une photo fanée d'une petite fille avec une gourmette en argent scotchée au réfrigérateur. Mes mains tremblaient lorsque Magnus m'a tendu une petite boîte en bois. Le loquet a grincé lorsque je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient des dizaines d'enveloppes, toutes adressées dans une calligraphie délicate, à ma Leia, pour quand tu reviendras à la maison. Je ne pouvais plus respirer. Mes genoux ont flanché. La première lettre était datée du 14 juin 1990, le jour où j'ai été enlevé. Ma douce fille, si jamais tu trouves ceci, sache qu'il ne se passe pas un jour sans que je croie que tu es toujours là. Quand j'entends un sifflet de train, j'imagine ton rire. Quand la pluie frappe la fenêtre, j'imagine que tu dors en sécurité quelque part. Des larmes ont éclaboussé la page.
Ma vision s'est brouillée lorsque j'ai lu la suivante. Ton père t'a construit un coffre à jouets. Il est toujours dans ta chambre. Il le polit chaque année pour ton anniversaire. Nous ne cessons jamais de te célébrer. J'ai pressé la lettre contre ma poitrine et ai sangloté, des sanglots profonds et douloureux qui venaient d'un endroit que les mots ne pouvaient pas atteindre. Magnus s'est agenouillé à côté de moi, ses propres larmes tombant silencieusement. Elle était extraordinaire, a-t-il murmuré. Quand la police nous a dit que la piste était froide, elle a refusé d'abandonner. Chaque année, elle envoyait une photo de nous au centre des enfants disparus. Elle disait, si elle nous voit un jour, elle saura où est sa maison. J'ai regardé autour de la pièce. Les murs de la chambre d'enfant étaient toujours peints en jaune pâle. Sur l'étagère se trouvait une rangée de minuscules livres, leur dos cassé par des années d'attente. J'ai manqué toute sa vie, ai-je dit, la voix brisée. Magnus a secoué doucement la tête. Elle ne voudrait pas que tu penses de cette façon. Tu es là maintenant. C'est tout ce qui compte. Je me suis retourné vers les lettres, les lisant une par une jusqu'à ce que la lumière extérieure s'atténue. Chacune était un battement de cœur, chaque mot un pont traversant le temps et le chagrin. Et pour la première fois, le trou à l'intérieur de moi, celui creusé par les mensonges et la perte, a commencé à se sentir un peu moins vide. Parce que même si ma mère était partie, son amour m'attendait depuis toujours. Des semaines ont passé, et la vie est devenue un étrange mélange de liberté et de deuil. Les médias sont passés au scandale suivant, mais je vivais toujours dans les cendres de deux vies, Harper Whitmore, la fille du privilège et de la cruauté, et Leah Carvey, l'enfant qui avait été volé, aimé et perdu. Le tribunal m'a convoqué pour témoigner lors du procès de Richard et Vivien. Judith a dit que je n'étais pas obligé de les affronter, mais je savais que je devais le faire. La clôture ne vient pas du silence. Elle vient de la confrontation. Quand je suis entré dans la salle d'audience, tous les regards se sont tournés vers moi. Richard était assis à la table de la défense, ses cheveux argentés parfaitement peignés, mais l'arrogance avait disparu. Vivien semblait plus petite en quelque sorte, ses mains tremblant sur ses genoux. Le juge m'a appelé, mes talons ont résonné sur le sol poli. Déclarez votre nom pour le procès-verbal, a dit la greffière. J'ai pris une inspiration. Leah Eleanor Carvey. Pendant un instant, la pièce est restée immobile. Les yeux de Richard se sont levés vers moi, une lueur d'incrédulité, peut-être même de honte. Mademoiselle Carvey, a commencé le procureur, pouvez-vous dire à la cour ce dont vous vous souvenez de votre éducation? J'ai dégluti difficilement. Je me souviens qu'on m'a dit que l'amour venait avec des conditions, ai-je dit, ma voix tremblant au début, mais devenant plus forte. Que le succès signifiait l'obéissance. Que l'affection devait être gagnée. Je n'ai réalisé que maintenant. Rien de tout cela n'était de l'amour. C'était du contrôle. La mâchoire de Richard s'est crispée. Vivien a commencé à pleurer doucement, murmurant « Je suis désolé, Harper ». Je me suis tourné vers elle. « Je m'appelle Leah ». Le procureur m'a fait un signe de tête pour continuer. Je pensais autrefois que l'approbation de mon père était la seule chose qui comptait, ai-je dit, ma gorge se nouant. Mais maintenant, je comprends quelque chose, l'amour qui détruit l'esprit de quelqu'un n'est pas de l'amour du tout. Vous ne m'avez pas élevé. Vous m'avez entraîné à avoir peur de vous décevoir. Des larmes ont brouillé ma vision. Mais vous ne pouviez pas effacer qui j'étais vraiment. Même après tout, la vérité m'a quand même trouvé. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du grattement des touches du sténotypiste. Richard s'est levé soudainement, ignorant la main de son avocat sur son bras. « Je voulais te donner une vie, a-t-il crié. Meilleure que celle que tu aurais eue. » Le marteau du juge a claqué. « Monsieur Whitmore, asseyez-vous. » Mais je n'ai pas bronché. J'ai croisé son regard, le même regard qui me regardait autrefois avec dégoût, et ai dit doucement, « Vous ne m'avez pas donné la vie. Vous l'avez volée. » Son visage s'est effondré. Il s'est rassis, vaincu. Quand j'ai quitté la salle d'audience, l'air froid à l'extérieur m'a frappé comme un vent purificateur. J'ai expiré ce qui m'a semblé être la première fois depuis des années. Magnus attendait près des marches, tenant un manteau chaud ouvert pour moi. « Tu as bien fait, a-t-il dit doucement. « Non, ai-je murmuré, prenant son bras. J'ai enfin bien agi. Pour la première fois, je ne fuyais pas mon passé. Je l'affrontais et marchais vers quelque chose de réel. 6 mois se sont écoulés depuis le verdict.
Richard et Vivien ont été reconnus coupables de multiples chefs d'accusation d'enlèvement, de fraude et d'obstruction. Ils passeront le reste de leur vie derrière les barreaux, deux personnes qui ont bâti leur empire sur la tromperie, maintenant confinées par leurs propres mensonges. Les informations ont appelé cela le scandale Whitmore du siècle. Mais pour moi, ce n'était pas un scandale. C'était une libération. J'ai vendu mon appartement à Chicago. Je ne pouvais plus supporter la ville. Chaque coin murmurait le fantôme de celle que j'étais autrefois. Magnus m'a offert tout ce que je voulais, une maison, une fiducie, même un siège au conseil d'administration de son entreprise. Mais je lui ai dit non. J'ai besoin de construire quelque chose moi-même, ai-je dit quelque chose d'honnête. Alors j'ai rouvert un atelier à Portland, la ville où tout a commencé. Je l'ai appelé les mains d'Eleanor d'après la mère qui n'a jamais cessé de croire que je reviendrais. L'espace sentait à nouveau la sueur et le vernis, comme avant. Mais cette fois, ce n'était pas une évasion. C'était un hommage. Parfois, Magnus vient me rendre visite. Il s'assoit tranquillement, regardant pendant que je restaure des pièces antiques, redonnant vie à des choses que le temps a oubliées. Tu as ça d'elle, m'a-t-il dit une fois, en souriant. Eleanor avait l'habitude de tout réparer, les jouets cassés, les chaises cassées, les cœurs brisés. Chaque soir avant de fermer, j'allume une bougie à côté de la boîte de lettres de sa part. J'ai lu chacune d'elles au moins une douzaine de fois. Son écriture est devenue une carte que je suis pour retrouver la paix. Une lettre, la dernière qu'elle ait jamais écrite, se termine par ces mots, « Si jamais tu retrouves le chemin du retour, ma chère fille, souviens-toi que ta vie n'a pas commencé avec ce qui a été volé. Elle commence avec ce que tu choisis de reconstruire. » J'ai mémorisé cette phrase. Elle est devenue mon mantra. Le bureau en acajou que j'ai autrefois restauré pour Richard est maintenant assis dans mon studio. Magnus l'a acheté à la vente aux enchères de la succession, insistant pour qu'il reste là où il appartient, avec toi. Au début, je voulais le brûler. Mais j'ai réalisé que ce bureau ne le représente pas. Il me représente moi, la femme qui a transformé la douleur en but. Un après-midi, alors que le soleil inondait les fenêtres de l'atelier, Magnus m'a tendu une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait la gourmette en argent assortie, celle qu'il avait portée pendant 35 ans. Je pense, a-t-il dit doucement, qu'elle devrait être à nouveau ensemble. Je l'ai attachée à côté de la mienne, sentant le métal froid contre ma peau, deux moitiés d'une promesse enfin entière. Je ne suis plus Harper Whitmore. Je suis Leah Eleanor Carvey. Et bien que mon histoire ait commencé par des mensonges et la perte, elle se termine ici dans la vérité, dans le pardon, et dans le bourdonnement silencieux d'un atelier au bord de la mer, où chaque pièce que je restaure donne l'impression de réparer une petite partie de moi-même. Parce que parfois, la vie que vous étiez censé vivre est celle que vous devez construire de vos propres mains.